J'étais épuisée de toujours les aider financièrement. Ils disaient que c'était pour la famille, mais je sentais qu'ils me considéraient juste comme leur banque personnelle. La réunion de famille était la goutte d'eau. Je m'appelle Élise, et j'ai toujours été considérée comme la bonne poire de la famille Dubois. Le genre de personne sur qui on peut toujours compter, celle qui dit toujours oui, même quand son propre dos commence à craquer sous le poids des demandes des autres. Chez nous, famille rimait étrangement avec exploitation et prise de tête, surtout quand il s'agissait de mes parents et de mon frère, Antoine. Papa et maman, des âmes charmantes mais désorganisées au possible, avaient toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Leur petite librairie de quartier, le coin des pages, survivait tant bien que mal. Mais les fins de mois étaient souvent créatives, pour ne pas dire stressantes. Antoine, lui, c'était un artiste dans l'âme, un esprit libre, comme il aimait se définir. Ce qui dans les faits se traduisait par une incapacité chronique à conserver un emploi plus de 3 mois et une propension inquiétante à vivre au crochet de tout le monde. Moi, au milieu de ce joyeux chaos, j'avais toujours été la fille raisonnable, celle qui avait de la tête sur les épaules. Après des études acharnées, j'avais décroché un emploi stable et bien rémunéré dans une grande entreprise de cosmétiques à Paris. J'étais devenue, sans vraiment le vouloir, la bouée de sauvetage financière de la famille Dubois. Au début, c'était gérable. Un petit coup de pouce par-ci, un dépannage par-là, un prêt pour réparer la voiture de maman, une avance pour aider Antoine à payer son loyer, en attendant de décrocher le rôle de sa vie, bien sûr. Je le faisais avec plaisir, avec le sentiment de faire mon devoir de fille et de sœur. C'était ça, la famille, non? S'entraider, se soutenir dans les moments difficiles. Mais au fil des années, la situation avait dérapé. Les petits coups de pouce étaient devenus des demandes régulières, puis des exigences à peine voilées. Mes parents semblaient considérer mon salaire comme une extension de leur propre budget, et Antoine, lui, avait carrément intégré l'idée que j'étais là pour éponger toutes ces galères. Et le pire, c'est qu'ils ne semblaient même pas se rendre compte de l'ampleur de ma contribution. Pour eux, c'était normal, naturel. Élise, la fille qui réussit, celle qui a les moyens, doit aider sa famille. Point final. Aucun remerciement sincère, aucun geste de reconnaissance, juste un vague « merci ma chérie » ou un haussement d'épaules détaché. Je commençais à en avoir ras-le-bol, vraiment ras-le-bol. Je travaillais dur, je me privais de pas mal de choses pour pouvoir les aider, et en retour, je n'avais droit qu'à l'indifférence, voire au mépris. J'avais l'impression d'être invisible à leurs yeux, réduite à un simple distributeur de billets ambulant. La goutte d'eau, celle qui a fait déborder le vase, c'est cette fameuse réunion de famille. Un dimanche après-midi, ma mère m'appelle, la voix mystérieuse, presque solennelle. « Élise, ma puce, il faudrait que tu viennes à la maison dimanche prochain. On doit discuter en famille. C'est important. » Discuter de quoi, maman? Je sentais déjà un mauvais pressentiment. Tu verras bien, c'est une réunion de famille, quoi. Ne sois pas en retard. Et elle avait raccroché, me laissant avec mon angoisse et mes interrogations. Toute la semaine, j'avais ruminé cette invitation énigmatique. Qu'est-ce qui pouvait bien être si important? Pour justifier une réunion de famille d'urgence? Un problème de santé? Un souci avec la librairie? Ou, plus probablement, une nouvelle demande d'argent? Dimanche après-midi, le cœur lourd, je me suis présentée chez mes parents. La maison était étrangement silencieuse. Papa et maman étaient assis dans le salon, l'air grave, presque funèbre. Antoine, lui, était affalé sur le canapé, les écouteurs sur les oreilles, visiblement peu concerné par le sérieux de l'instant. « Bonjour » ai-je lancé, un peu tendu. « Ah, Élise, enfin, assieds-toi » a décrété mon père en désignant le fauteuil en face d'eux. L'atmosphère était pesante, électrique. Je me suis assise, attendant le verdict avec une appréhension croissante. Ma mère a pris la parole la première, sa voix tremblante d'émotion. « Ma chérie, on a quelque chose d'important à te dire. C'est pour le bien de la famille, tu comprends? » Pour le bien de la famille, cette phrase, je l'avais déjà entendue 1000 fois. C'était le mantra familial, l'excuse universelle pour justifier toutes les demandes abusives et les manipulations émotionnelles. J'ai soupiré intérieurement. « Oui, maman, je comprends. » Alors de quoi s'agit-il? Mon père a enchaîné, le ton monocorde,
comme s'il récitait un texte appris par cœur. Élise, tu sais que la librairie, ces derniers temps, c'est pas facile. La concurrence, Internet, les charges qui augmentent. On fait de notre mieux. Mais, ai-je insisté, sentant venir la catastrophe. Mais on a besoin d'aide. Financièrement, bien sûr, a conclu ma mère en me jetant un regard suppliant. Encore, ai-je lâché, sans pouvoir retenir mon exaspération. Mais je vous aide déjà tous les mois. Vous savez très bien que je vous verse une somme conséquente pour la librairie et que je paye le loyer d'Antoine. Oui, on sait, ma chérie, et on t'en est très reconnaissant, a répondu mon père d'un air vaguement coupable. Mais ce n'est plus suffisant. La situation est vraiment critique, Élise. On risque de devoir fermer boutique. Fermer le coin des pages. L'idée m'a glacé le sang. Cette librairie, c'était plus qu'un simple commerce pour mes parents. C'était leur vie, leur passion, leur raison d'être. La perdre, ce serait un désastre pour eux. Et pour moi aussi, d'une certaine manière. Le coin des pages, c'était le cœur de mon enfance, le lieu de tous mes souvenirs. Je ne pouvais pas imaginer le voir disparaître. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ai-je demandé, la voix soudain plus douce. Je savais déjà la réponse, bien sûr, mais je voulais les entendre, la formuler clairement, noir sur blanc. Ma mère a repris la parole, son regard fixé sur mes mains. On a réfléchi, Élise, longuement réfléchi, et on a trouvé une solution. Une solution qui, on en est convaincu, est la meilleure pour tout le monde. Votre solution? Ai-je répété, sentant le piège se refermer sur moi. Oui, on s'est dit que tu pourrais nous aider davantage. Beaucoup davantage, a précisé mon père avec un sourire forcé. Davantage comment? Ai-je demandé, le ton glacial. C'est alors qu'Antoine a enlevé ses écouteurs, daignant enfin se joindre à la conversation. Écoute, Élise, c'est simple. On a besoin d'un gros investissement pour sauver la librairie. Un très gros investissement. Et vous pensez que c'est moi qui vais vous le fournir, cet investissement? Ai-je deviné un sourire amer aux lèvres? Bah oui, qui d'autre? A rétorqué Antoine avec une logique implacable. Tu es la seule qui a les moyens, non? C'est ça, la famille Élise. On se serre les coudes, on s'entraide. Se serrer les coudes, s'entraider. Ai-je murmuré, en repensant à toutes les fois où je les avais aidés sans jamais rien demander en retour. Et vous vous serrez les coudes comment pour m'aider, moi? À part me demander toujours plus d'argent, vous faites quoi? Un silence gêné a accueilli ma question. Mes parents ont baissé les yeux et Antoine a repris ses écouteurs, visiblement agacé par mon manque de coopération. Ma mère a fini par rompre le silence, sa voix soudain plus ferme. Élise, ne fais pas ta mauvaise tête, on te demande juste un petit effort. C'est pour la librairie, pour la famille. Tu ne voudrais quand même pas qu'on la perde, si? Un petit effort? Ai-je répété, incrédule. Maman, vous me demandez de vous donner... Combien, exactement? Mon père a sorti un papier de sa poche, un air solennel. On a fait nos calculs, Élise. Pour remettre la librairie à flot, il faudrait 200 000 euros. 200 000 euros. La somme a résonné dans le salon comme un coup de tonnerre. 200 000 euros, c'était plus que toutes mes économies réunies. C'était l'équivalent de plusieurs années de salaire. C'était absurde. J'ai éclaté de rire, un rire nerveux, hystérique. Vous êtes sérieux là? 200 000 euros? Mais vous croyez que l'argent pousse sur les arbres? Vous pensez vraiment que je vais vous donner une somme pareille, comme ça, en claquant des doigts? Élise, ne t'énerve pas, a tenté de calmer mon père. On sait que c'est beaucoup, mais on n'a pas le choix. C'est ça ou la faillite. Et pourquoi ce serait à moi de vous sauver de la faillite? Ai-je rétorqué, la colère montant en moi. Pourquoi est-ce toujours à moi de payer pour vos erreurs, pour votre mauvaise gestion? Vous n'avez jamais pensé à faire des efforts, à vous remettre en question, à moderniser la librairie? Non, c'est plus facile de compter sur moi, n'est-ce pas? Ma mère s'est mise à pleurer, de grosses larmes silencieuses coulant sur ses joues. Élise, tu es dure, vraiment dure. On est ta famille, quand même. Tu devrais avoir un peu plus de compassion pour nous. De la compassion? Ai-je répété, incrédule. Mais vous en avez, vous, de la compassion pour moi? Vous vous rendez compte des sacrifices que je fais pour vous aider? Vous vous souciez de savoir comment je vis, de ce que je ressens? Non, tout ce qui compte pour vous, c'est mon argent, c'est ça?
Antoine a enfin retiré ses écouteurs, visiblement exaspéré par ma résistance. Bon, Élise, tu vas arrêter de faire ta drama queen, oui? C'est pas la peine d'en faire tout un fromage pour 200 000 euros. C'est rien pour toi, avec ton salaire de ministre. Rien pour moi, ai-je hurlé, me levant d'un bond. Tu n'as pas idée de ce que je gagne, Antoine, et tu n'as pas idée de ce que je fais de mon argent. Je travaille dur pour gagner ma vie, je ne suis pas là pour éponger toutes vos dettes et financer votre train de vie de bohème. Oh, ça va, calme-toi, a soufflé Antoine en se rallongeant sur le canapé. On dirait que tu vas nous faire une crise cardiaque pour si peu. Si peu, ai-je répété, le souffle court. 200 000 euros, c'est si peu pour toi? Tu te rends compte de ce que tu dis, au moins? Tu n'as jamais travaillé de ta vie, tu vis à mes crochets depuis des années, et tu oses me dire que 200 000 euros, c'est si peu? La colère, la frustration, le ras-le-bol accumulé depuis des années, tout est sorti d'un coup, comme un torrent impétueux. J'avais envie de hurler, de casser quelque chose, de leur faire comprendre, enfin, l'étendue de mon sacrifice, de mon épuisement. Mais en les regardant, assis là devant moi, avec leur mine pitoyable et leur regard calculateur, j'ai compris que c'était peine perdue. Ils ne comprendraient jamais. Ils étaient trop englués dans leur égoïsme, leur nombrilisme, leur incapacité à se remettre en question. J'ai respiré profondément, essayant de retrouver un semblant de calme. « Écoutez-moi bien, tous les trois, » ai-je dit, la voix soudain étrangement posée. « Je ne vous donnerai pas 200 000 euros, pas un centime. » Un silence de mort a suivi ma déclaration. Mes parents m'ont regardé avec des yeux ronds, incrédules. Antoine, lui, s'est redressé sur le canapé, l'air menaçant. « Tu ne nous donneras pas. »« Quoi » a balbutié mon père, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Vous avez bien entendu, » ai-je répété, le ton ferme et définitif. « Je ne vous donnerai rien. Plus rien. C'est terminé. Je ne suis plus votre banque personnelle. »« Mais Élise, tu ne peux pas faire ça !» s'est écriée ma mère, les yeux remplis de larmes. « On est ta famille. Tu vas nous laisser tomber comme ça, alors qu'on a besoin de toi. »« Besoin de moi ?» ai-je répété, un sourire amer aux lèvres. « Non, maman, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de mon argent. C'est ça, la vérité, non ?»« Ce n'est pas vrai, » a protesté mon père, se levant à son tour. « On t'aime, Élise. On veut juste sauver la librairie, notre entreprise familiale. »« Votre entreprise familiale ?» ai-je ironisé. « Que vous avez toujours gérée comme des amateurs, sans jamais écouter mes conseils, sans jamais faire le moindre effort pour vous moderniser. Et maintenant, vous venez me supplier de vous sauver de votre propre incompétence? Non, merci. Très peu pour moi. »« Tu es égoïste, Élise, profondément égoïste, » a hurlé Antoine, se jetant hors du canapé. « Tu penses qu'à ta gueule, à ton petit confort bourgeois, tu te fiches de nous, de la famille. Égoïste, moi ?» ai-je répété, incrédule. « Mais c'est vous les égoïstes, Antoine. Vous avez toujours pensé qu'à vous, à vos besoins, à vos envies. Vous m'avez exploité, manipulé, culpabilisé pendant des années, et c'est moi l'égoïste. Mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi ?» La tension était à son comble. Le salon était devenu un champ de bataille, où les mots étaient des armes, les regards des couteaux. J'avais envie de fuir, de m'échapper de cette atmosphère suffocante, de ces visages déformés par la colère et la frustration. J'ai ramassé mon sac, prête à partir. « Écoutez, je n'ai plus rien à vous dire. J'ai pris ma décision, elle est irrévocable. Débrouillez-vous sans moi. Et surtout, ne me rappelez plus jamais pour me demander de l'argent. »« Élise, attends !» a crié ma mère en se précipitant vers moi. « Ne pars pas comme ça. On peut encore discuter, trouver un arrangement. »« Il n'y a plus rien à discuter, maman. Il n'y a plus d'arrangement possible. Entre nous, c'est fini. Je coupe les ponts. »« Tu coupes les ponts ?» répétait mon père, le visage livide. « Tu oses dire ça à ta propre famille? Tu vas le regretter, Élise. Tu vas amèrement le regretter. »« Peut-être, papa. Mais au moins je serai libre. Libre de vivre ma vie, de gérer mon argent comme je l'entends, sans avoir à supporter vos demandes incessantes et votre ingratitude chronique. » J'ai tourné les talons, laissant mes parents et mon frère pétrifiés de rage et de stupeur. En claquant la porte derrière moi, j'ai eu l'impression de me libérer d'un poids énorme, d'une chaîne invisible qui m'entravait depuis des années. En sortant de la maison, j'ai respiré à plein poumon,
l'air frais de l'extérieur. Un sentiment de soulagement, de légèreté m'a envahi. Oui, j'avais peut-être pris une décision radicale, une décision qui allait me coûter cher sur le plan émotionnel, mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision. La seule décision possible pour préserver ma santé mentale, mon équilibre, ma liberté. Les jours, puis les semaines ont passé. Le silence était assourdissant. Plus un appel, plus un message de mes parents ou d'Antoine. Au début, j'avoue, cela m'a un peu perturbée. J'avais l'habitude de leurs sollicitations constantes, de leurs demandes incessantes. Ce silence soudain était presque déstabilisant. Mais rapidement, cette absence de contact s'est transformée en un véritable soulagement. Je me sentais plus légère, plus sereine, plus libre. Je pouvais enfin respirer, penser à moi, à mes envies, à mes projets. J'ai utilisé l'argent que j'avais mis de côté pour eux. Ces 200 000 € que je leur avais refusés, pour réaliser un rêve que je caressais depuis longtemps. Ouvrir ma propre boutique de cosmétiques bio et naturels. Un petit espace chaleureux et accueillant, à mon image, où je pourrais proposer des produits de qualité, respectueux de l'environnement et de la peau, loin des grandes enseignes impersonnelles et standardisées. Le projet s'est concrétisé plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai trouvé un local charmant dans un quartier branché de Paris. J'ai déniché des fournisseurs passionnés et engagés. J'ai aménagé la boutique avec soin et amour. Et quelques mois plus tard, Élise et Nature ouvraient ses portes au public. Le succès a été immédiat. Les clients ont afflué, attirés par l'ambiance conviviale, les conseils personnalisés et la qualité des produits. La presse locale s'est intéressée à mon concept novateur, les réseaux sociaux ont relayé l'information. En quelques semaines, Élise et Nature est devenue une adresse incontournable pour les amateurs de cosmétiques naturels à Paris. J'étais heureuse, épanouie, fière de ce que j'avais accompli. J'avais réussi à transformer ma frustration, ma colère, ma souffrance en quelque chose de positif, de constructif, de beau. J'avais prouvé à moi-même et à tous ceux qui n'avaient jamais cru en moi que j'étais capable de voler de mes propres ailes, de réussir par mes propres moyens, sans dépendre de personne. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail, j'ai trouvé un message vocal sur mon téléphone. Un message de ma mère. Je l'ai écouté, le cœur battant. « Élise, ma chérie, c'est maman, j'espère que tu vas bien. On a des nouvelles de la librairie. Elle va fermer. On n'a pas réussi à trouver les fonds nécessaires. On est désolé, Élise. Vraiment désolé. On aurait dû t'écouter. On aurait dû te faire confiance. On espère que tu nous pardonneras un jour. On t'aime, ma chérie. On t'aime très fort. » J'ai écouté le message jusqu'au bout, les yeux embués de larmes. Non pas des larmes de joie, ni des larmes de tristesse, des larmes d'émotion, tout simplement. Des larmes de compréhension, d'acceptation, peut-être même de pardon. La librairie allait fermer. C'était la fin d'une époque, la fin d'un rêve, la fin de Le Coin des Pages, le cœur de mon enfance, le lieu de tous mes souvenirs. Mais en même temps, c'était aussi le début d'autre chose. Le début de ma nouvelle vie, de ma nouvelle liberté, de ma nouvelle identité. Élise Dubois, la créatrice d'Élise et Nature, la femme indépendante et épanouie, celle qui avait enfin trouvé sa voie, loin de l'ombre oppressante de sa famille. J'ai essuyé mes larmes, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. Non, je ne leur donnerai pas 200 000 €. Mais peut-être un jour, quand le temps aurait fait son œuvre, quand les blessures se seraient cicatrisées, je pourrais leur tendre la main, leur proposer mon aide d'une autre manière, avec d'autres conditions. Peut-être un jour, pourrions-nous reconstruire quelque chose sur des bases plus saines, plus équilibrées, plus respectueuses.